Instituée par l'Assemblée générale des Nations unies, la journée mondiale de la liberté de la presse a été une fois encore célébrée le 3 mai dernier dans le monde entier. À l'occasion, Reporters sans frontières a publié son classement 2022, classement dans lequel le Bénin a dégringolé en se retrouvant à la 121e place, contrairement en 2021 où le pays était 114e dans le classement. Qu'est-ce qui justifie le recul de la liberté de presse au Bénin? Le champ sociopolitique dans lequel les journalistes béninois exercent leurs fonctions favorise-t-il le modèle économique des entreprises de presse qui les emploient? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Carré Politique qui reçoit les confrères Cyriaque Dekenou et Sergino Lokoso. Sergino, bonjour. Bonjour Paul Danongwe, bonjour à tous les internautes qui nous suivent. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du quotidien Vif d'Afrique. Vous faites le débat ce matin avec Cyriaque Dekenou. Cyriaque, bonjour. Je vous salue Paul, je salue mesdames et messieurs les internautes de BNews TV. Vous êtes le directeur de publication du quotidien Émergence Info. Quel est l'état des lieux qu'on peut faire aujourd'hui de la liberté de la presse au Bénin? Je pense que répondre tout droit à votre question amènera à éviter d'élucider un certain nombre de paramètres très importants. Aujourd'hui, la liberté de la presse, elle peut s'évaluer sur plusieurs pans, notamment en ce qui concerne quand même, disons, la qualité de l'offre médiatique que nous avons au Bénin, mais aussi en ce qui concerne aussi la qualité des acteurs et sur le troisième point, le rôle joué par les pouvoirs publics pour pouvoir faciliter cette liberté de la presse. Commençons d'abord par le tout premier, c'est-à-dire le second, en ce qui concerne la qualité des acteurs. Vous savez, nous avons au Bénin aujourd'hui une multitude d'acteurs. Vous n'avez plus forcément besoin, comme c'est une profession libérale aujourd'hui, de faire une formation, en journalisme avant de devenir aujourd'hui un animateur télévisé ou bien quand même, disons, un professionnel des médias, tout court. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a cette ouverture qui permet aujourd'hui à ce que l'information soit traitée diversement. Donc, l'entrée dans le jeu de ces acteurs qui côtoient ceux qui régulièrement sont formés et qui sont quand même, disons, habitués aux règles déontologiques du métier, fait qu'aujourd'hui, la liberté de la presse pourrait être vraiment, disons, a pris un coup en République du Bénin parce que laissez-moi finir mon développement. Ces derniers n'ont pas reçu une formation stricte en journalisme qui fait que la liberté de la presse a connu un recul dans le pays. Je suis en train de faire une analyse, donc je vous prie de me laisser finir, c'est-à-dire l'entrée de ces acteurs qui, il faut l'avouer, ne sont pas quand même, disons, forcément des incultes de la chose. Il y a des gens très, très intelligents, des professionnels des médias aujourd'hui qui n'ont pas forcément un master en journalisme ou bien une licence en journalisme, mais qui sont de très bons professionnels des médias, et les cas sont légion aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est une profession libérale. Il n'est pas forcément dit qu'il faut forcément avoir une formation dans tel domaine avant d'y entrer. Notamment, les tout premiers journalistes ne sont pas des gens qui ont fait une école de journalisme. L'existence d'une école de journalisme est récente. Donc, on ne peut pas forcément tabler sur ça pour dire que c'est un cas. Mais la réalité, c'est peut-être lié aussi à ceux qui aujourd'hui sont désœuvrés, qui pénètrent le métier et qui en deviennent des gangrènes et qui, pour, disons, un petit billet de 5 000 francs ou bien de 10 000 francs, sont capables quand même, disons, de vilipender quelqu'un. Et ceux-là ne respectent pas les règles déontologiques, malheureusement, et avilissent le visage de cette presse. Seconde chose, ce qui concerne l'offre médiatique, l'offre, qu'est-ce que nous offrons à nos lecteurs, aux téléspectateurs? Ce que nous leur offrons ne reflète que la qualité, quand même, disons, des professionnels des médias que nous avons, puisque aujourd'hui, dans une proportion vraiment minime, vous avez un certain nombre de personnes qui il faut l'avouer, n'ont pas forcément leur place au sein des professionnels des médias. Et ceux-là qui s'auto ou improvisent journalistes n'offrent pas réellement des contenus de qualité, ce qui, d'une certaine façon, agit aujourd'hui sur, quand même, disons, la liberté de la presse en République. Parce que lorsque vous n'offrez pas quelque chose de bien, la réalité, c'est que vous n'attirez pas des gens vers les médias. Et seconde chose,
vous offrez maintenant, j'en viens au troisième cas, la possibilité au pouvoir public, notamment aux acteurs politiques, de vous manipuler facilement, de faire emprisonner des pseudo-journalistes. Et c'est d'ailleurs à ce niveau-là que le bas blesse, parce que ces personnes qui sont dans une proportion vraiment minime aujourd'hui, à cause quand même, disons, de certaines de leurs imperfections, laissent la place quand même au pouvoir public, aux autorités politico-administratives de les manipuler. Et aujourd'hui même, on voit beaucoup d'acteurs politiques être traînés devant les juridictions. Surtout pour en finir sur ce dernier palier des pouvoirs publics. Nous avons en République du Bénin un code du numérique qui en réalité ne favorise pas aujourd'hui l'exercice libre et en toute, quand même, disons, quiétude du métier de journalisme. Et c'est d'ailleurs ce qui fait que vous ne devez pas être surpris lorsque le Bénin dégringole. Et j'ai comme l'impression que cela ne préoccupe pas forcément les pouvoirs publics, parce que chaque jour, chaque année, lorsque le classement de RSF saute, les discours sont pratiquement les mêmes, nous prenons hâte. Mais en réalité, vous sentez depuis un certain nombre d'années que rien n'est absolument fait pour pouvoir améliorer l'offre médiatique, pour pouvoir quand même, disons, améliorer l'accès libre et équitable aux médias. C'est une histoire longue. Certainement que dans la suite du débat, nous reviendrons sur les raisons, les mobiles qui peuvent justifier se laisser aller des pouvoirs publics. Serginho Lokosso, Cyriaque Dekénou associe notamment le recul de la liberté de la presse à la qualité d'un certain nombre de professionnels des médias qui se sont improvisés journalistes. Il a également pointé un doigt accusateur sur le code du numérique. Je pense que votre regard sera croisé comparativement au sien. Pas forcément croisé. Je crois qu'il a planté un bel décor pour ce débat, cet échange, cette liberté d'expression que nous avons de parler de la liberté de la presse. Je pense que dans la sous-région ouest-africaine, je vais dire ça comme ça, également au Bénin, la presse est qualifiée du 4e pouvoir. C'est dit le rôle crucial que joue la presse dans le développement d'une nation. Aujourd'hui, comme l'a dit le confrère Cyriaque Dekénou, la presse béninoise que nous avons ne reflète que ce que les politiques veulent de cette presse. Et il a dit, il a expliqué suffisamment. Et je pense aujourd'hui que l'aspect qu'il faut souligner et qui fait, il a parlé de pseudo-journalistes. Non, il n'y a pas forcément de pseudo-journalistes. Moi, dans la rédaction dans laquelle j'ai quitté avant de rejoindre là où je suis, nous recevons des journalistes formés dans de grandes écoles de journalisme. Mais quand ils viennent, c'est pas que je jette du discrédit sur une école, mais quand ils viennent, c'est comme s'ils n'ont rien. Parce qu'il y a un fond sur lequel il faut tabler quand vous êtes professionnel, quand vous rentrez dans une rédaction, il y a un fond. C'est-à-dire, il y a une théorie qui est enseignée. Et donc, quand ils viennent, le fond n'existe même pas. Et donc, c'est pour dire quoi que ce n'est pas forcément des pseudo-journalistes. Il y a des journalistes qui sont mal formés. Et donc, quand ils viennent dans des rédactions pour faire le stage d'immersion, vous avez toutes les peines de leur montrer si ça, comment faire pour pouvoir exercer correctement le métier. Ceci étant, je pense qu'il a souligné un aspect important. Le numérique aujourd'hui, ça fait que tout le monde s'improvise journaliste. Même ceux qui publient des choses sur Internet pensent que, bon, déjà qu'il y a eu accident dans un carrefour à côté, j'ai mis l'image et ce que j'ai entendu, un petit récit, oui. Ça fait de moi un journaliste. Ça veut que c'est faux. Le journaliste, ça n'est pas du tout ça. Ça n'est pas celui qui met des images et qui met un récit, non. Il a également la prolifération d'un certain nombre de sites d'information. Il a parlé du code de déontologie. Le métier a une déontologie. Et donc, il faut respecter les règles en la matière. Et je pense qu'il faut se poser les vraies questions et trouver les bonnes réponses. Vous savez, la presse béninoise aujourd'hui, elle est ce qu'elle est parce que les acteurs ont contribué. Il a parlé de ceux qui sont venus avant nous. C'est vrai, ils n'ont pas fait forcément une grande école, mais ils sont des références. Je pense que le travail qui a été fait, il faut pas, on ne va pas nier les efforts qui ont été faits. Il faut encourager les efforts qui ont été faits. Mais aujourd'hui, il y a une forme, il y a des journalistes compétents, il faut l'avouer, des jeunes très compétents qui connaissent le métier, qui savent faire le métier. Et je ne veux pas citer des noms. Et vous allez voir, dans les débats, ils sont présents sur pratiquement toutes les chaînes, on les invite. Et donc, il y a quand même un lot qui se détache. Il y a certains qui se détachent du lot, on va dire ça comme ça. Donc, je pense que le numérique aujourd'hui, le code aujourd'hui ne permet pas
aux journalistes d'exercer, de s'exprimer librement. Moi, je vais vous raconter une anecdote qui va peut-être vous toucher. Le 3 mai, moi, j'ai reçu une citation directe. Le 3 mai, qui est censé être la journée mondiale de la liberté de la presse. Moi, j'ai reçu une citation directe d'un maire de la place. Parce que j'ai écrit contre ce maire-là. Pas parce que je manque de preuves, mais c'est pour dire quoi? Que ça va encore reculer, nous allons encore dégringoler. Parce que le code numérique ne nous permet pas d'avoir de sources d'informations. Les sources, d'abord, ne sont pas... Quand vous allez, par exemple, dans une administration, moi, récemment, j'étais allé dans une administration, on me dit, le document est là, on me montre le document, on peut dire, je ne peux pas te laisser le document. Mais si tu écris, c'est à tel risque et péril. Donc, c'est que nous avons des difficultés à avoir les sources d'informations, les preuves de ce que nous écrivons. Mais tu ne peux pas établir sur un document qu'on t'a monté, que tu as peut-être lu, et que tu n'as pas pour écrire un article. Donc, vous savez, nous faisons une presse de dénonciation au Bénin, il faut l'avouer. Et donc, je pense que c'est vrai, à notre niveau, il va falloir qu'on s'organise. On ne peut pas s'organiser sans les pouvoirs publics. Sirac Dekoun l'a dit, on n'a aucune force sans les pouvoirs publics. Et donc, je pense qu'il faut, on va inviter, pas forcément le chef de l'État, non, le gouvernement, non, mais le législateur à revoir ce code du numérique pour permettre aux journalistes d'exercer leur métier. Aujourd'hui, moi, j'ai mis un statut. C'est un constat que j'ai fait de façon globale en Afrique. Exercer le métier de journaliste en Afrique n'est pas du tout aisé, c'est pas facile. Et au Bénin, deux journalistes sur trois ne vivent pas de leur métier. Il y a des journalistes qui sont vendeurs de centres latés, des journalistes enseignants, des journalistes qui sont vendeurs de sacs de charbon, on peut en trouver. Il y a des journalistes qui sont commerçants également. Donc, je pense qu'il faut travailler. Ça va être que nous allons ouvrir. Finir rapidement. Oui, allez-y. Pour finir rapidement, le modèle économique sur lequel nous travaillons, c'est un modèle économique assez fragile. Nous allons y revenir. Sirac Dekoun, vous avez certainement suivi la réaction du porte-parole du gouvernement après le classement de Reporters sans frontières. Le gouvernement a pris acte. N'est-ce pas des propos qui frisent l'indifférence vis-à-vis de ce phénomène? Non, en fait, en réalité, il faut comprendre quand même, disons, ce qui se passe actuellement en République du Bénin, parce que l'indifférence, quand même, disons, n'est pas forcément née du gouvernement, mais l'indifférence est née d'abord des acteurs, en réalité. Je me rappelle, comme si c'était encore hier, j'étais en service dans un ministère de la place, lorsque, dès l'avènement du régime de la rupture, on a décidé de supprimer les contrats. C'est-à-dire des organes de presse bien en règle, avec des contrats avec les ministères de la place. Et ces contrats-là étaient déjà en cours. Je me rappelle très bien que le régime de la rupture avait pris le pouvoir en avril. 2016. Oui. Mais quelques 2 mois après, ce régime a décidé de supprimer tous les contrats existants au niveau des cellules de communication, que les organes de presse avaient au niveau des cellules de communication. Vous imaginez, ces pertes, c'est des pertes en millions, des centaines de millions pour ces organes de presse. Mais qui sont ces professionnels des médias que vous avez vus, qui se sont soulevés, c'est-à-dire qui s'en sont indignés? Oui. Presque personne. Mais la plupart de ces acteurs des médias, notamment même les fêtières, que ce soit le CNPA, l'UPMB, quelle était quand même, disons, leur démarche vis-à-vis du pouvoir. Leur démarche n'était que des démarches quand même, disons, individuelles. C'est-à-dire comment faire pour pouvoir au moins se repositionner. Chacun de son côté. Comment faire pour pouvoir mieux se repositionner avec le nouveau régime en place. Et la suite, ça a été quoi? La suite, ça a été que quand même, disons, une dizaine d'organes de presse ont pu avoir quand même leur contrat. Et le reste, paf. Donc c'est pour dire quoi? L'indifférence d'abord est née du fait que nous sommes des acteurs qui en réalité ne comprennent pas jusqu'à présent. Nous sommes des acteurs qui en réalité nous ne comprenons pas encore le type de pouvoir dont nous disposons. Lorsqu'on parle de la presse en République du Bénin comme le 4e pouvoir, mais c'est parce qu'en réalité les gens aujourd'hui sont, je dirais encore, sous l'influence de ce que nous avons connu et depuis l'indépendance, parce que pendant longtemps en République du Bénin, la presse a toujours été la chose de l'État. On se rappelle de trucs là
Dahomey Info, avant d'arriver au niveau de trucs là, et Ouzou, et après au niveau de La Nation. C'est pour dire quoi? Jusqu'à 90, en réalité, le métier n'a jamais été libéralisé. Mais quand le métier a été libéralisé, les tout premiers, s'ils sont jetés. Mais la bonne question qu'on doit se poser, c'est celle de savoir si c'est cette indifférence, quand même, disons, des professionnels et des médias qui doit amener le gouvernement aussi à rester indifférent par rapport aux problèmes qui minent ce secteur. En réalité, c'est de la responsabilité aujourd'hui de l'État. Si l'on a su réorganiser l'existence des formations politiques en République du Bénin, je le dis, c'est une bonne question qu'on doit se poser. On a su réorganiser l'existence des formations politiques en République du Bénin. Chaque année, les formations politiques, que ce soit UPBR, FCBE, ce qu'elles se partagent, c'est des milliards qu'elles se partagent chaque année. Oui. Alors qu'aujourd'hui, l'État se retrouve pratiquement incapable de financer le PADEM. À partir de là, le FADEM, à partir de là, on est en mesure de se poser les bonnes questions. Est-ce que en réalité, c'est une situation qui arrange le pouvoir, ou bien c'est une situation dont on ne veut plus s'en soucier parce que on maîtrise déjà une partie de ces acteurs-là et que l'autre partie, bon, ok, sur la base du code du numérique, vous écrivez contre nous, on vous interpelle et c'est fini et tout le monde se tait. Ouais, donc, il y a des cas qui se posent. Aujourd'hui, par exemple, vous écrivez contre quelqu'un peut-être, ou bien, c'est-à-dire vous faites une dénonciation. Il suffit simplement que vous partagez la une de votre journal sur les réseaux sociaux. On détache votre titre de journaliste et parce que la une ou bien le contenu a été publié sur les réseaux sociaux, sur cette base, on vous interpelle. Mais en tant que web activiste. Sur la base du code du numérique. On laisse le... C'est vraiment aberrant. On vous enlève votre... Et le métier de journaliste, et je vous le dis, le métier de journaliste aujourd'hui en République du Bénin, à cause du code du numérique, est devenu l'un des métiers les plus dangereux. Très dangereux. L'un des métiers les plus dangereux aujourd'hui. Qui vous expose à tous les risques. Toutes les intempéries. Peut-être ceux qui exercent au niveau des radios, ceux qui exercent peut-être au niveau des chaînes de télévision en sont épargnés. Encore que là, épargnés. La menace demeure. Mais aujourd'hui, mais aujourd'hui, quand même, disons, plus de 70% des acteurs sont ceux qui dirigent la presse écrite et les nouveaux médias, les web médias. Donc le risque est énorme. Et ce qui fait mal, c'est l'indifférence que nous avons. Il faut que cette situation change. Il faut que désormais, l'on puisse d'abord, premièrement, rendre opérationnel le FADEM et financer de bons projets pour les professionnels des médias. Et il faut désormais que l'on veille aujourd'hui à ce que réellement, que l'on puisse exercer de façon libre et équitable, que ce code du numérique soit revu. Parce que c'est la catastrophe. Serginho Lekossou, c'est dès que nous appelait il y a un instant le gouvernement à revoir ce code du numérique qui s'apparente à une épée de Damoclès qui plane sur la tête des professionnels des médias au Bénin. Quel est selon vous le terrain sur lequel vous attendez le gouvernement justement pour garantir un cadre favorable à l'expression de toutes les voix au sein de la presse béninoise? Je pense que de dégringolade en dégringolade, l'image que présente le Bénin n'est pas forcément une belle image en matière de liberté de presse. Et la seule chose que moi j'attends de ce gouvernement, du législateur, on va dire comme ça, c'est de retirer ce code numérique. Il n'y a pas à revoir. Retirer ce code numérique et revoir un peu, nous sortir encore un autre code du numérique pour permettre à nous, qui sommes professionnels des médias, à nous qui exerçons ce métier et qui exerçons uniquement ce métier, de pouvoir l'exercer. À ceux qui sont dans l'investigation, de pouvoir faire l'investigation comme cela se doit. Je pense que ce code est à retirer. Et si on ne retire pas ce code numérique, on va toujours parler de journalistes en prison. Nous allons passer tout le temps à s'indigner de l'enfermement parce qu'on a enfermé tel confrère ou tel consoeur. Nous allons passer tous les jours à écrire sur les réseaux sociaux libérer telle personne, alors que le problème est là, est existant. Et donc il faut que les associations des professionnels des médias que nous sommes, les différentes associations, les associations fêtières, le patronat également, puissent trouver le mode opératoire
puisse trouver le lobby nécessaire quand même pour essayer, afin que associations de journalistes et le gouvernement puissent s'unir pour nous éviter ces dangers induits par le numérique et à travers ce code numérique, parce que ils sont les premiers à vous rappeler du code numérique. Quand vous écrivez contre quelqu'un, on vous appelle pour dire ah, le code numérique est là. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut quand même, et que si notre démocratie continue de faire école en Afrique de l'Ouest et pourquoi pas dans d'autres parties de l'Afrique, c'est parce qu'à un moment donné, nous avons respecté les règles du jeu démocratique. Et le respect des règles du jeu démocratique ne doit pas seulement se limiter aux formations politiques, aux élections. Il y a également la presse qui joue un grand pouvoir, un grand rôle dans ce processus démocratique. Et je l'ai dit à l'entame, la presse joue un rôle crucial dans le développement économique. Et donc, je crois que les journalistes que nous sommes, les acteurs des médias que nous sommes, il faut quand même essayer de favoriser un peu les conditions. On ne demande pas de nous donner de l'argent, on ne demande pas de nous acheter des voitures, comme l'a dit un présidentiable, un candidat à une élection présidentielle, qui a promis d'acheter des voitures à tous les journalistes. Nous ne demandons pas ça, nous ne demandons pas du poisson, mais qu'on favorise le processus nous permettant d'aller obtenir du poisson dans le barigo. Sergino Lokosso, ce faisant, oui, on aurait fait du bien aux journalistes, on aurait quand même essayé de corriger un tant soit peu le classement que RSF nous offre et qui, depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, ne place pas le Bénin dans une bonne proposition. Je reste avec vous, Sergino Lokosso. Il y a quand même eu l'ouverture du champ médiatique avec une certaine prolifération, j'allais dire, des médias en ligne. La RAC en a présélectionné 59 la fois dernière. Est-ce que, selon vous, ce sont des faits, des choses qui sont de nature à jeter du discrédit sur le professionnalisme au Bénin en termes de journalisme? Non, ça n'est pas à jeter du discrédit. Je pense qu'il faut faire les choses dans les règles de l'art. Et si la RAC décide aujourd'hui d'accorder, je vais dire ça comme ça, de crédibilité, d'accepter ces médias-là, je pense que c'est pour montrer un peu qu'il est en train de jouer son rôle, d'encadrer un peu les médias. Et je crois que les autres médias qui restent, moi je pense que c'est un appel d'offres. Et quand ils vont relancer encore, ou lancer encore cet appel d'offres, les autres médias qui ont été laissés en rade pourront quand même essayer de respecter les tests, de satisfaire à ces conditions pour pouvoir être éligible également. Donc, je pense que la RAC est dans son rôle de régulateur des médias. Et donc, pour régulariser les médias, il faut les connaître. Et la seule façon pour la RAC de connaître ces médias, c'est quand même essayer d'amener ces médias à respecter les conditions pour que ces médias puissent exercer librement sur les territoires. Mais je pense qu'au-delà de ça, ce que nous disons, ce que je veux reste, c'est le code numérique. Il faut essayer de revoir ce code numérique ou bien de l'enlever carrément, d'abroger ce code pour permettre aux journalistes, pas que nous voulons travailler sans avoir une menace, nous ne voulons pas que notre secteur soit encadré, ce n'est pas ça. On veut que le secteur soit encadré, mais ce code numérique ne nous arrange pas, donc il faut quand même essayer. Siha Dekenou, vous êtes directeur de publication du quotidien Émergence Info, un média que nous pourrons classer dans le rang des médias traditionnels. Et quels sont vos liens, vos relations avec les promoteurs ou vos autres collègues des médias en ligne? Non, mais vous savez, la presse au Bénin présente quand même, disons, un état déplorable. C'est vrai que on est parfois écœuré lorsque l'on en parle. Il arrive même des moments où, comme le disent souvent certains confrères, je n'ai pas parfois envie de me présenter en tant que journaliste à certains endroits. Parce que aujourd'hui, les gens ont beaucoup plus une perception misérabiliste de la presse béninoise parce que les choses n'évoluent pas d'abord, c'est-à-dire comme l'on l'aurait souhaité. Et vous allez remarquer d'abord que depuis un certain nombre d'années, la presse a été toujours, c'est-à-dire ce magnon-là qui a porté les acteurs politiques. Je crois que quelqu'un comme Patrice Talon ne serait jamais au pouvoir s'il n'y avait pas vraiment des journalistes audacieux qui, il faut l'avouer, déjà en 2015, j'allais au kiosque en 2014 ou 2015 pour faire la revue de presse à mon ministre. Et c'est-à-dire, je voyais le nombre d'organes de presse qui écrivaient pour lui, pour soutenir sa position contre, disons, le régime de l'ex-chef de l'État, Boriaï. Mais aujourd'hui, on a mal lorsque l'on voit que
à partir de 2016, c'est-à-dire nous avons toujours dégringolé dans les divers classements du RSF. C'est-à-dire, ça ne se comprend pas aujourd'hui. Ce qui voudrait dire en réalité que beaucoup d'organes ont fermé aujourd'hui. Vous avez beaucoup de bureaux qui aujourd'hui n'existent que de nom. Vous avez aujourd'hui beaucoup de promoteurs d'organes qui ont été obligés de transformer quand même, disons, leur salon en bureau. Vous avez beaucoup... En rédaction. Ah, oui, en fait, en rédaction. Vous avez beaucoup de promoteurs d'organes qui aujourd'hui ne sortent plus en version papier les journaux, mais en réalité, sortent ça simplement sur WhatsApp. Vous avez aujourd'hui beaucoup d'acteurs qui, en réalité, chaque année, avaient au moins cette possibilité-là de pouvoir surfer sur les divers contrats avec des ministères, avec des directions et autres qui aujourd'hui n'en ont presque plus et qui ont disparu. Et cela a créé une situation où beaucoup d'emplois ont été détruits. C'est d'ailleurs ce qui a créé l'émergence, quand même, disons, la prolifération des organes de presse en ligne. Parce que des gens qui exerçaient ce métier, compte tenu du fait que le patron aujourd'hui n'arrive plus à investir dans le métier, paf, ils sont obligés de trouver autre alternative. Et c'est d'ailleurs une situation qui devrait amener le gouvernement à savoir que tel que l'on a œuvré pour qu'il existe aujourd'hui au moins un visage nouveau au niveau des formations politiques en République du Bénin, que l'on doit savoir que des réformes sont nécessaires pour pouvoir mieux organiser la presse béninoise. Et je l'ai dit, ça commence d'abord par, quand même, disons, l'opérationnalisation du FADEM. Ça commence également aussi par le changement du mode de désignation du président de la RAC. Et lorsque c'est comme ça, est-ce que vous avez jamais vu la RAC défendre un confrère qui s'est retrouvé en difficulté devant la justice? Jamais. La RAC est quand même l'organe de régulation. Non, mais écoutez d'abord, c'est-à-dire que une institution avant tout existe d'abord parce que les professionnels des médias existent. Évidemment. Que l'on ne parle plus aujourd'hui de presse en République du Bénin, que la RAC n'existera plus. C'est ça. Vous voyez? Et cela fait mal lorsque nous allons aux élections chaque 5 ans, je crois, et vous élisez vos représentants, mais qui, eux, arrivés là-bas, ne peuvent que devenir de simples conseillers. Mais cela revient maintenant au gouvernement qui, en réalité, aujourd'hui, n'a pas forcément un intérêt à ce que vous ayez un regard malveillant sur ce qu'il fait. De désigner quelqu'un qui va gouverner au niveau de la RAC. Donc ça passe également aussi par là. Et nous avons besoin, imaginez un temps soit peu, que l'on décide de réorganiser la presse. Et que aujourd'hui le gouvernement, peut-être, à travers le vote de nouvelles lois, essaye d'organiser de sorte qu'il puisse exister aujourd'hui, ne serait-ce que 100 groupes de presse sérieux en République du Bénin, ou bien 50 groupes de presse sérieux en République du Bénin, et que chaque année le gouvernement essaye de faire l'effort d'y mettre au moins 1 milliard. Mais au moins nous aurons une presse crédible. Mais ce que l'on oublie, si aujourd'hui le Bénin est en train de dégringoler, et que même les PTF à divers niveaux aujourd'hui critiquent le Bénin, et qu'on a aujourd'hui même de difficultés à mobiliser certains financements à l'international, peut-être au niveau de certaines institutions de Bretton Woods, et que peut-être certains partenaires techniques, financiers, sont réticents aujourd'hui à nous financer parce que on dit que nous ne respectons plus les règles démocratiques, mais l'on doit se demander si le respect de ces règles démocratiques n'a pas de lien avec la liberté de la presse. Si cela n'a pas de lien avec... Parce que le tout ne suffit pas d'organiser des élections, non. Mais quel est aujourd'hui, parmi les indicateurs qui prouvent qu'un pays est démocratique, il y a également aussi la liberté de la presse. Mais un pays dans lequel les journalistes sont exposés à cause d'un code du numérique qui peut vous enfermer, qui peut vous amener en prison. De sorte même qu'aujourd'hui, des gens s'abstiennent même d'écrire. Et vous voyez beaucoup de personnes qui désertent. Nous allons aborder le métier, malheureusement. C'est avec lequel nous allons aborder le dernier pan de cette émission. Nous allons parler du modèle économique sur lequel reposent les entreprises de presse qui emploient justement les journalistes. Sergino Lokossou. Je crois que, je l'ai dit à l'entame, que ce modèle économique est très fragile. Fragile dans la mesure où aujourd'hui des organes de presse n'existent plus parce que
ces organes n'ont quand même pas essayé de mettre en place une vraie entreprise de presse, on va dire ça comme ça, parce qu'ils attendent tous du gouvernement. Et donc, les médias qui existent aujourd'hui, la plupart des médias traditionnels que nous connaissons, certains sont en partenariat avec le gouvernement. Et c'est comme ça dans tout système. Il y a des médias qui accompagnent le système en place ou le pouvoir en place. Il y a des médias qui n'accompagnent pas. Je pense que les médias qui accompagnent le système sont plus ou moins, ne sont pas aussi en difficulté que des médias qui n'accompagnent pas le système en place. Vous allez voir que ces médias qui n'accompagnent pas... Est-ce qu'il y a véritablement des médias au Bénin qui n'accompagnent pas le gouvernement? Non, j'en viens. Il y a des médias d'opposition, mais certains, les vrais, ont été... on a suspendu ces médias-là, on a créé des conditions pour les enfermer. Je pense aux confrères de Soleil FM où on a demandé que le promoteur même, qui a des difficultés avec la justice, vienne au Bénin pour renouveler ce qui n'a pas été fait. Je pense qu'au-delà de ça, c'est les confrères qui travaillent dans ces entreprises. Certains sont à la maison, d'autres ont dû créer leurs organes pour pouvoir s'en sortir. Je pense que le modèle économique aujourd'hui, c'est de revoir les choses parce qu'aujourd'hui, on parle des publicités. La publicité, c'est beaucoup plus du côté des médias, en ligne. Pas en ligne, des médias... on va dire des médias proches du pouvoir, les médias publics, je veux dire. Et donc, il faut quand même essayer de décentraliser la publicité, on va dire ça comme ça, pour que tous les organes qui existent et qui sont en règle et qui payent régulièrement les impôts puissent avoir ces genres de publicité. Et je pense que ça va de la réorganisation ou de l'organisation de la presse pour que chaque média puisse fonctionner dans de bonnes conditions et pour que les journalistes qui travaillent au sein de ces médias, parce que la plupart ne sont pas dans les services publics, la majorité sont dans le service privé. Et donc aujourd'hui, les privés sont en difficulté. Il y a beaucoup d'organes de presse et de jour en jour, ça se renvoie dans les organes de presse privés parce que la cagnotte ne permet plus de satisfaire, de payer du salaire à tous les journalistes qui sont là. Donc, les promoteurs, ils ont raison, ils font le choix. Quand vous êtes un chef d'entreprise et ce que vous gagnez ne permet plus de payer le salaire à tout le monde, vous faites le choix. Vous prenez ceux qui peuvent faire le travail de 2-3 personnes, vous gardez ceux-là, et ceux qui ne peuvent pas, vous les renvoyez. Je pense que c'est ce que nous vivons dans les médias aujourd'hui, et vous allez voir, il y a des journaux où c'est uniquement 2 personnes qui font le journal, le DP et le chef. Il n'y a plus de collaborateurs parce que les conditions ne permettent pas aux promoteurs de... Sergio Lokosso, à part l'État, à part le public, il y a quand même d'autres pourvoyeurs qui volent au secours de ces entreprises de presse. Est-ce que les promoteurs ne pourraient-ils pas se tourner vers ceux qui sont dans le secteur privé au fin d'avoir, je ne sais pas, des contrats de publicité? Je pense que ça se fait. Ça dépend du dynamisme de chaque promoteur ou de chaque directeur de publication, on va dire. Maintenant, dans le pays actuellement, il n'existe pas. Il n'y a pas beaucoup de contrats de publicité ou de contrats avec les médias. Même les contrats d'abonnement n'existent pas. Il y a des entreprises qui ne le font plus. Et donc, c'est à cette difficulté-là que les promoteurs d'organes sont confrontés. Et quand on parle de journaliste, le journaliste est dans un organe. Et donc, l'organe, soit c'est le promoteur qui, si le journaliste n'est pas le promoteur, il y a un promoteur, il y a le journaliste. Donc, si le promoteur n'est pas en mesure de mettre le journaliste dans les conditions qu'il faut. Moi, j'ai échangé le mois dernier à Pousse-Tomé avec un promoteur d'organes de presse. Et il m'a dit qu'il veut renvoyer des gens, mais que certains journalistes ont été obligés de dire non, ne me renvoyez pas, je vais rester dans la rédaction, je ne prendrai plus de salaire, mais je prendrai le nom du journal pour pouvoir faire mes affaires. Donc, ça n'est pas une condition. Il faut qu'on en arrive à de bonnes conditions, à mettre les journalistes dans de bonnes conditions pour que celui qui, il a dit tout à l'heure, a honte de se présenter comme journaliste, n'ait plus honte de se présenter comme journaliste. Et quand vous voyez les journalistes d'autres pays, je rêve, qui viennent de France 24 ou du Sénégal. Non, pas forcément le Sénégal. Il y a même des journalistes quand vous les rencontrez dans la région qui sont quand même dans de très bonnes conditions. Quand vous les rencontrez dans les hôtels de la place, ils sont fiers. Il y a on constate une certaine fierté à se présenter, à vous donner leur carte de visite. Mais est-ce que c'est pareil chez nous? Est-ce que c'est pareil au Bénin? Je ne pense pas. Donc il faut quand même travailler. Nous sommes presque à la fin. Il faut quand même travailler à redorer le blason de la presse béninoise, et ça dépend
de nous journalistes, ça dépend des associations fêtières et ça dépend également du gouvernement. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Serge Nolokosso, 30 secondes pour exprimer vos attentes vis-à-vis du gouvernement. Attente, c'est renforcer les capacités des acteurs des médias, mettre les acteurs des médias dans de bonnes conditions. Je ne demande pas de partager de l'argent à nos journalistes, mais de nous mettre dans les conditions qui permettent de nous considérer comme journalistes. Il faut que nous soyons considérés comme journalistes. Et quand le journaliste est dans de bonnes conditions, je le dis toujours, et dans les rédactions également, je suis pour le fait qu'on renvoie les journalistes parce qu'on ne peut pas travailler sans prendre de salaire. Un estomac bien rempli produit des merveilles et donc il faut remplir correctement l'estomac des journalistes, les mettre dans de bonnes conditions. Je pense que il faut toiletter le code du numérique qui doit cesser d'être une arme pointée contre les journalistes. Il faut également revoir le mode de désignation des représentants de la RAC. Il ne faut plus que ça soit quand même, disons, le gouvernement qui désigne celui qui doit être le patron de la RAC. Parce que là, on assiste même à certaines anomalies, des choses, ça dit qu'on n'a jamais vu sous d'autres cieux. Mais c'est normal parce que lorsque vous mettez quand même, disons, un charpentier ou bien, c'est-à-dire un architecte à la tête de la RAC, il dira quoi? Il ne dira que ce que celui qui l'a mis là voudra qu'il le fasse malheureusement. La troisième chose, c'est qu'il faut que l'on puisse opérationnaliser le FADEM. C'est très important. Je pense que vous en faites une doléance personnelle. Oui, parce que aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, c'est-à-dire lorsque l'on est prêt à injecter des milliards, c'est-à-dire à des formations politiques qui en réalité n'en ont pas forcément besoin parce que ce sont des formations qui ont des représentants qui perçoivent déjà des millions chez l'État, alors que le quatrième pouvoir, dit-on, qui doit soutenir en réalité tout ce qui se fait. Vous savez, il y a quand même, disons, un fait qu'il ne faut pas oublier. On est parti d'un système dans lequel la contradiction nourrissait la presse. C'est-à-dire il y avait une vraie opposition qui existait. Donc la presse pouvait quand même, disons, dans cette opposition, avoir les moyens de s'autofinancer. Aujourd'hui, elle n'existe presque plus parce que les voix discordantes qui peuvent quand même, disons, exister au point de solliciter la presse. Quel est aujourd'hui l'accès des partis d'opposition aux médias? Et même d'ailleurs, lorsqu'un opposant vous appelle aujourd'hui et vous demande d'écrire, vous avez peur. Évidemment. Vous voyez, ça dit d'écrire. Donc, il y a quand même, disons, l'inexistence quand même, disons, de cet environnement contradictoire, opposition, mouvance, qui aujourd'hui pénalise la presse en République du Bénin. Un dernier aspect, c'est que les promoteurs d'organes et les journalistes, aujourd'hui, en République du Bénin, la presse à elle seule ne peut plus, quand même, disons, nourrir son homme ou bien être en mesure de financer ou bien de donner à un promoteur les moyens de financer l'intégralité de son truc-là. Justement, que recommandez-vous donc aux autres confrères? Non, ce que moi je recommande aux autres confrères, notamment aux promoteurs d'organes, c'est de diversifier leurs sources de revenus. C'est de se mettre quand même, disons, dans une posture d'opérateur économique avant tout. L'opérateur économique, vous voyez par exemple, c'est Bolloré qui finance presque tout ça, les chaînes de télévision que nous suivons. Ailleurs, par exemple, disons, les médias qui sont libres, je vais vous donner un certain nombre très rapidement, parce lorsque vous prenez par exemple matin libre, lorsque vous prenez matin libre, vous voyez que bon, malgré les intempéries, malgré quand même, disons, tout ce qui se passe, matin libre demeure et reste quand même, disons, un média critique qui n'attend pas forcément un contrat de la part de quelqu'un. D'autres organes de presse existent, béninois libérés et autres. Mais lorsque vous retournez et que vous voyez les promoteurs, ce sont des gens qui, d'une certaine façon, ont su diversifier leurs sources de revenus pour faire exister leurs médias. Pharaon aussi, B-News et autres. On sait que ce sont des promoteurs qui aujourd'hui ne se fient plus seulement au métier de journaliste, ont su diversifier leurs sources de revenus. Et lorsque vous-même, vous avez les moyens de financer votre média aujourd'hui, vous n'attendez rien de la part de personne.
Vous voyez, c'est vrai que l'on peut vous faire chanter malheureusement avec le code du numérique. Pourquoi vous avez écrit ici et ça, ça. Vous avez raison. Et c'est ce que nous dénonçons. Justement, et c'est justement ce que Jean-Eudes Mutok également fait aussi, puisqu'il est promoteur d'un restaurant à Fidjoncé, Lamartine. Vous l'avez compris, nous sommes à la fin de cette émission. J'étais avec Sergino Lokosu, journaliste, directeur de publication du quotidien Vif d'Afrique. Il a fait le débat de ce matin avec Cyriac Dekenou, directeur de publication du quotidien Émergence Info. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.